bonsoir aux auditeurs, téléspectateurs, internautes. Notre rendez-vous hebdomadaire pour parler d'économie, Rendez-vous économique et magazine économique sur Radio et Télévision Métropole, une émission produite par le groupe Croissance. On reste toujours dans la crise haïtienne, une multicrise comme on dit en général, une crise sanitaire, une crise politique, une crise économique. En plus, la situation dans le sud, la péninsule sud, le séisme qui a touché la zone du sud, on se rappelle le 14 août 2021. Nous allons parler des financements probables et de ce qui se passe actuellement sur le plan international, car Covid a tout changé. Même le Fonds monétaire international, qui dans un certain temps était particulièrement concentré sur l'aspect financier, regarde un petit peu l'aspect commercial et l'aspect social, je pourrais dire, l'aspect développement, on pourrait dire. Donc pour le faire, nous avons un confrère, un ami, on pourrait dire, qui travaille en Haïti, avec lequel nous avons eu déjà des discussions. Il s'agit de Wayne Camar. Wayne, comment ça va? Merci de répondre à notre invitation. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation, Kessner. Un plaisir d'être encore une fois avec toi et les téléspectateurs de Rendez-vous économique. Je voudrais bien, si tu me permets, commencer en exprimant mes sincères condoléances des victimes, des familles, des amis des victimes, des événements récents de tremblements de terre, et bien sûr à tout le peuple haïtien pour la perte tragique du président en exercice, Jovenel Moïse. Et c'est toujours une perte pour un pays quand un choc ainsi. Quoi qu'on pense de cette politique, mais donc c'est un coup contre le pays entier et donc ça m'a attristé beaucoup. On te remercie pour cette pensée spéciale. Tu connais bien le pays, tu as travaillé dans le pays comme représentant du Fonds monétaire international et comme le Fonds fait l'actualité à travers le monde aujourd'hui. Tu as laissé le Fonds en quelle année exactement? Début 2017, j'ai quitté le Fonds. Est-ce qu'on peut parler maintenant d'un fonds auparavant et de nouveaux fonds qui a changé radicalement ses pratiques? Est-ce le fonds dans lequel tu as travaillé, le Fonds monétaire international? Non, je pense que c'est absolument le cas. La directrice générale, Kristalina Georgievna, qui est venue directement de la Banque mondiale, était le chef du département de environnement. Et son truc au Fonds monétaire, c'est promouvoir la lutte contre le changement climatique et les droits des femmes. Parce que les éléments macroéconomiques ne sont pas de son point fort. Le gouvernement Trump a mis comme numéro 2 un garçon qui, sans appui politique, ne pourrait point entrer dans le programme des économistes. Il ne pourrait pas être embauché comme économiste. C'est maintenant le numéro 2 de l'organisme. Donc, avec cette nouvelle orientation, ils sont vraiment, c'est vraiment une institution différente. Et avec le Covid, d'autant plus, parce que le fonds n'est pas en mesure d'exiger des choses à un pays qui est en train de souffrir un choc tellement fort comme le Covid a été dans tellement de pays. On a vu des programmes sortir dans certains pays, comme l'Équateur, assez forts comme auparavant, mais c'est sûrement à la demande des autorités pour protéger, dans le cas de l'Équateur, qui est mon exemple, le dollar, qui est leur monnaie nationale, et donc sans politique financière adéquate, une crash terrible pourrait suivre. Donc, en Équateur, c'est un peu différent, mais la plupart des pays, un peu d'argent, comme l'Haïti a reçu, vraiment sans condition l'année dernière, après le début du séisme.
Et depuis lors, pas grand-chose, jusqu'au mois d'août. Peut-on dire qu'il y a eu un takeover de la Banque mondiale au niveau du Fonds monétaire international, pour ne pas utiliser le terme de coup d'État, mais vraiment Kristalina qui est venue de la Banque mondiale pour aller au Fonds monétaire international, quel changement! Et je suis sûr qu'il y en a des conservateurs au niveau du Fonds qui disent qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le Fonds, ce n'est pas le travail du Fonds. Elle est une star maintenant et Kristalina, elle parle presque chaque semaine sur les problèmes d'environnement, le changement climatique, des problèmes d'inégalité, de genre. Beaucoup plus même que Christine Lagarde, qui était la première femme et présidente de du Fonds monétaire international. Et qui aussi a parlé de beaucoup des femmes et de leur rôle dans le monde économique et de leurs droits. Et elle continue maintenant où elle est à la tête de la Banque centrale européenne, mais elle aussi gère le business fondamental de la Banque centrale européenne maintenant et auparavant du FMI. C'est ça le changement, effectivement. Donc 2 femmes consécutivement à la tête du Fonds monétaire international. Maintenant, arrivons au sujet, c'est l'accord historique qui a été signé récemment entre le Fonds et les pays membres. 650 milliards de dollars de DTS, les droits de tirage spéciaux. Ça fait déjà 51 ans lorsqu'on a lancé ce mécanisme de tirage spéciaux en 1970 et on a eu 250 milliards après la crise financière en 2009, donc près de 900 milliards de dollars américains. Des liquidités, il y en a et c'est le fonds qui dans le temps parlait de restrictions, de stabilité et voilà le fonds maintenant qui publie beaucoup d'argent, qui distribue beaucoup d'argent à travers le monde. Qu'est-ce qu'on doit en penser? D'abord, c'est quoi les droits de tirage spéciaux et comment les pays peuvent en bénéficier à travers ce mécanisme? Bon, la réticence avec laquelle le FMI a émis les DTS dans les décennies passées est une bonne illustration de la mentalité conservatrice de l'institution. Parce que on pourrait dire, comme a dit le gouverneur, d'ailleurs, il y a 2 semaines, dans ce programme, que c'est comme une émission monétaire au niveau mondial, qui n'est pas une... Mais si vous regardez, c'est une émission, alors que c'est le plus grand dans l'histoire de 50 ans, c'est pas grand. Par rapport à la masse monétaire internationale, les services du fonds ont toujours dit le monde a besoin de plus de liquidités, mais n'a jamais eu l'appui des pays membres forts, notamment l'Allemagne, pour une émission importante. Et même l'actuel côté du PIB mondial, à côté de la masse monétaire mondiale, qui sont dans le 100 billions, c'est-à-dire 100 millions de dollars, 600 milliards, c'est bien. Ça fait 1% du produit intérieur brut mondial. Oui, ou un peu plus de la masse monétaire mondiale, la fameuse M2. Donc, ce n'est pas une injection forte. Et si on n'utilise pas ces DTS, ça n'a pas d'impact. Parce que c'est un droit, exactement un droit à tirer, droit de tirage spécial. On peut changer ces DTS en dollars, en euros, en autres monnaies dans le commerce international à n'importe quel moment. Et dès ce moment, on aura à payer un peu d'intérêt. Mais c'est quand même prêt sans remboursement. On n'a pas besoin de rembourser. Actuellement, je pense que c'est 0,2% par an. C'est rien et sans un devoir de rembourser. Sans remboursement, ça veut dire que le montant qu'Haïti va obtenir n'aura pas à rembourser. Je pense que c'est un prêt octroyé à la Banque centrale. Qui va... Oui, c'est comme un prêt à la Banque centrale. La Banque centrale met son 0,2. C'est ça. Ça pourrait augmenter au futur.
ça reste à voir, mais on n'a pas besoin de rembourser. On peut, si on a des réserves internationales adéquates, on peut mettre les dollars pour rembourser les DTS. Okay. C'est bien, mais on n'a pas le besoin. Donc, c'est presque de l'argent gratuit. Oui, mais le mécanisme pose problème quand même. Et dès la mise en place en 1970, puisque c'est contrôlé par les grands pays, c'est comme une grande coopérative, il y a des quotes-parts, et si on regarde, Haïti va recevoir à peu près 224 millions de dollars américains, et pour les pays au même niveau, ça fait 3% quand même des 650 milliards, il y a 30% pour les pays émergents, et les pays qui n'en ont pas vraiment besoin, les 60%, ça va rester vers les pays les plus avancés. Donc comment changer le mécanisme pour que les pays qui en ont besoin vraiment puissent en bénéficier? Bon, on a vu sortir plusieurs propositions et je ne vois aucune qui vraiment pourrait résoudre ce problème. On peut dire quand même que les 200 et quelques millions de dollars qu'il va recevoir Haïti, c'est à peu près 2% du PIB d'Haïti. Donc, c'est un montant bien important. Ou, vu autrement, c'est 20 milliards de gouttes, c'est 2 mois, 3 mois de recettes fiscales du gouvernement. Si, comme on attend que la Banque centrale tire les DTS, prend les DTS en dollars, vend les dollars pour réserver la liquidité, qui lui va permettre de prêter l'argent au gouvernement. Autre prêt qui ne sera probablement jamais remboursé non plus. On va revenir à Haïti dans la troisième partie. On reste au niveau mondial pour regarder ce qu'Haïti pourrait bénéficier. Mais c'est pour dire que ça pourrait, même si le part des 600 milliards de dollars n'est pas énorme, c'est très petit, mais par rapport aux économies nationales, ça pourrait avoir son poids. C'est pas rien. Pour la République dominicaine, ça fait combien à peu près? Comme vous suivez? Je l'ai vu, mais je n'ai pas en tête le chiffre. OK, pas de problème. Mais c'est beaucoup plus important qu'Haïti parce que le PIB est beaucoup plus important et les quotes-parts sont peut-être beaucoup plus élevées également qu'Haïti. Et je sais que vous suivez également les pays africains. Et c'est très peu quand même par rapport au choc qu'ils ont subi, particulièrement avec Covid-19. Il faut souligner que ces DTS sont alloués pour Covid-19. Ça n'a rien à voir avec, je pourrais dire, les problèmes d'Haïti ou encore le séisme en Haïti. Donc pour les pays africains, je ne sais pas, vous êtes très intéressés à ces zones-là, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de coopérative à l'intérieur de la grande coopérative, à savoir des pays à faible revenu, pour en bénéficier, puisque les États-Unis ont décidé de recycler les DTS mis à leur disposition pour la simple et bonne raison. Ils ont mis tellement d'argent dans les plans et Trump et le récent plan Biden. Biden a mis tellement de trillions de dollars, 1000 milliards de dollars américains. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en bénéficier dans une deuxième partie, à savoir les pays à faible revenu dans le recyclage des DTS? Le problème de base, c'est le problème de crédit. Le DTS sont des prêts non remboursables, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter si on va rembourser. Si les grands pouvoirs prennent leurs DTS et les prêtent à des pays en voie de développement, ça ne va pas être un don. Ces pays ont l'argent suffisant pour faire des dons énormes qu'ils ont décidé de ne pas faire. Et donc, c'est le problème de base des niveaux de volonté des pays riches à financer les pays pauvres. La seule exception que je vois, c'est la proposition de mettre l'argent dans les banques régionaux. La banque africaine, la banque interaméricaine, la banque asiatique de développement. Et là, eux déjà ont des notations de crédit très fortes, et donc il n'y a pas de problème de crédit à ce niveau, et c'est eux qui peuvent prêter ou bien donner cet argent aux pays membres en voie de développement. Ça me paraît le seul mécanisme viable. Mais ces institutions n'ont pas la taille pour, disons, les 400 milliards de dollars des pays riches
des DTS. Ça va prendre du temps, pour ne pas dire plus, pour qu'ils puissent réellement prêter somme de cette magnitude. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. En fait, il y a une alternative, comment utiliser les banques régionales de développement comme la BID pour Haïti et la région de l'Amérique latine. Donc, on va en discuter au cours de la deuxième partie. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, m'ta pas lâché pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos marchés. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou à besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin pas les Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, une émission produite par le groupe Croissance qui sera disponible sur Internet. Notre invité du jour, Wayne Kamar, ancien représentant du Fonds monétaire international en Haïti, et qui analyse pour nous ce mécanisme qui a été mis en place, relancer les DTS, 650 milliards de dollars américains, mais on se plaint, seulement 3% dans les pays les plus pauvres, et on aura à peu près 30% dans les pays émergents. On parle du Brésil, on parle de la Chine, ou encore l'Afrique du Sud, et 60% restant aux pays les plus avancés. Mais on parle de recyclage de ces fonds et on était arrivé à ce point-là. Alors, Wayne, les États-Unis détiennent 17% des coûts de part, donc c'est très fort, très solide. Et la responsable du Trésor a déclaré récemment que les États-Unis n'ont pas l'intention d'utiliser ces DTS qui ont été mis à sa disposition, qu'ils pourraient l'utiliser pour les pays les plus pauvres. Donc, je disais en début d'émission que les 200 millions de dollars américains et plus qui ont été octroyés à Haïti, c'était pour Covid, mais on pourrait, à cause de toutes les difficultés que nous avons rencontrées au cours des 3 dernières années, pour sortir de cette récession très forte que nous vivons en Haïti, qui s'approche même de la dépression économique, on pourrait en utiliser si on met de l'ordre dans la maison. Donc, vous avez apporté un point très important, particulièrement les banques régionales de développement. La BID a une très bonne réputation, mais vous pensez qu'elle n'a pas la capacité pour mobiliser la partie de 400 milliards de dollars américains qui reviendrait aux pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe? Non, certainement, ils ont la capacité éventuellement, mais ils peuvent s'accroître pour faire la gestion de cet argent, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait d'un jour au lendemain. C'est ça le problème. Ce sont des montants énormes, beaucoup plus que l'institution a l'habitude de gérer. Et donc,
il faut mettre en place des mécanismes pour cet argent. Pour que les institutions gardent leur notation de crédit qui est aujourd'hui très élevée et ils vont être très soucieux de maintenir cette notation. Donc, les prêts qu'ils vont faire doivent aller à des projets, disons, bancables. Et donc, ça va prendre du temps à développer. Un point très important que tu es en train de souligner, parce que très souvent, on pense que l'argent peut résoudre les problèmes. Donc, on peut vous donner de l'argent. Si vous n'avez pas la capacité d'avoir de bons projets, d'avoir une vision, eh bien, cet argent peut créer des problèmes encore beaucoup plus difficiles à résoudre en quelque sorte. Et c'est là que peut-être le fonds aura à se réveiller et dire attention, il faut qu'il y ait cette capacité d'absorption et ensuite de bien gérer, même au niveau social, que ce soit l'éducation, la santé. Ce n'est pas l'argent qui va résoudre le problème et ceci doit attirer l'attention des personnes qui ne sont pas versées dans l'économie et la finance, qui pensent que donner l'argent et on va faire le développement. Ça peut causer d'autres problèmes. Et le dot disease, pas ça? On a des transferts privés à niveau record. En Haïti, c'est 1 milliard plus de l'année antérieure. C'était mon grande inquiétude, ces transferts pourraient baisser avec la récession aux États-Unis. La récession s'est allée rapidement et donc on n'a pas eu le problème que pour le moins moi j'ai craint voir. Mais 7 milliards additionnels, qu'est-ce qu'il a résolu en Haïti? Il y a 1 milliard plus que l'année antérieure, mais l'économie est pire. En fait, c'est pas l'argent tout seul. Yeah. En fait, la CEPAL a annoncé, comme tu as si bien précisé, qu'on passera de 3 milliards de dollars de transfert de devises. Cette année, on pourrait atteindre pour la première fois le niveau de 4 milliards de dollars américains. Et ça fait près de la moitié maintenant du PIB haïtien. Donc, vous imaginez, on peut avoir l'argent, mais il faut pouvoir les encaisser en quelque sorte. Ceci dit, Haïti pourrait se positionner en dehors des 200 millions et plus des DTS. Si on va recycler, Haïti pourrait obtenir d'autres fonds si on arrive à avoir une certaine stabilité politique, à avoir les élections et à mettre de l'ordre dans la maison. Donc, on pourrait aspirer à obtenir beaucoup plus de fonds? Le temps qu'il faudra pour que les choses se remettent en ordre en Haïti et le temps que les institutions dont les institutions auront besoin pour être prêts à prêter ces montants élevés. Donc, ça peut être une coïncidence fortuite. On doit espérer que la situation politique se résout dans un temps, disons, limité, mais absolument. La plupart des économistes comme toi et moi, on avait prévu que, en mars 2020, lorsque le virus avait touché les États-Unis, qui avait provoqué une forte contraction de l'économie américaine, beaucoup de pertes d'emplois, on pensait que ça allait affecter les transferts de devises. On vient d'annoncer qu'au contraire, ça va augmenter. Mais on vit dans un monde international qui est très intégré. Il y a d'autres problèmes parce que les États-Unis, est-ce qu'ils ont poussé un petit peu trop la demande, puisqu'on parle d'inflation aux États-Unis au niveau de 4%. La République dominicaine où tu es basé, on parle également de pression inflationniste et ça pourrait ramener en Haïti une inflation importée. On crée l'inflation nous-mêmes à partir des mesures qu'on prenait. Maintenant, si ça vient de l'extérieur, il n'y a pas que de bonnes choses. Donc, il faut gérer tout ça également, cette inflation qui pointe à l'horizon dans ces deux principaux partenaires commerciaux d'Haïti. Bon, une inflation importée est possible, mais pour cela, il faut dire au départ qu'on a un taux de change stable. La Banque centrale dominicaine, pour prendre le contre-exemple, a apprécié le peso pour que le prix des denrées importées ne grimpe comme serait possible. Donc, ce qui se passe aux États-Unis plutôt maintenant, ils sont en train de voir si les dépenses extraordinaires de Covid, de la réponse à Covid, s'il faut les arrêter. Déjà, les suppléments pour les chômeurs ont pris fin le 6 septembre. On ne sait pas
d'où vient ces 4 milliards, il est possible que beaucoup d'Haïtiens aux États-Unis ont reçu de l'argent supplémentaire du gouvernement qu'ils ont envoyé déjà en Haïti. Si ça s'est coupé, on risque d'avoir une baisse dans les transferts qui serait assez grave. Déjà, le dernier mois disponible, c'est juillet dernier, était légèrement plus faible que juillet 2020. On va voir, un mois ne fait pas une tendance, mais il illustre les risques. En même temps que l'autre risque qui vient de l'annonce hier du ministère de la Santé que la variante Delta a été détectée en Haïti. On va voir ce que ça donne. Ailleurs, ça a changé le calcul pour beaucoup de gens parce que le COVID originel, pour les jeunes, et Haïti a une population assez jeune, n'était pas trop affectée. Alors que maintenant, avec le Delta, c'est plus grave pour les jeunes. Ce sont les deux risques qui sont... si on ne pense pas que le pays a déjà assez de problèmes, ce sont les deux additionnels en perspective. Ça ne dit pas qu'ils vont se réaliser, mais il faut avoir un œil dessus. Donc, vous nous dites, attention, que le Covid, ce n'est pas encore terminé, c'est toujours là. Il y a des pressions aux États-Unis, dans les pays les plus avancés. La République dominicaine, qui a un taux de vaccination nettement beaucoup plus élevé. On parle également du variant du côté de la République dominicaine. Donc, le danger Covid, ce facteur, on doit toujours prendre ça en considération? Oui. Alors que maintenant, en République dominicaine, la vaccination a bien avancé. Moi-même, j'ai pris le vaccin chinois, ce qui était en offre quand il est arrivé, parce que c'était le seul qui était disponible. Je vois qu'en Haïti, les gens ont pris une attitude un peu différente. Ils ont attendu maintenant qu'ils ont le Moderna, qui est probablement le meilleur de tous les vaccins. Très bien, mais il faut être prêt pour cette variante. Ils ont détecté également récemment Delta en République dominicaine, en 4-5 provinces. On va voir si il a le même impact qu'aux États-Unis, où dans les États, avec 40-50% des gens déjà vaccinés, quand même, on a pu remplir les urgences, les soins intensifs de tous les hôpitaux avec des cas de COVID graves. Peut-être ça ne va pas être le même en Haïti. Il faut espérer que c'est le cas, mais il faut être conscient que c'est une possibilité. Quel est le pourcentage de vaccination en République dominicaine? Je pense que c'est quelque chose comme 60 actuellement. Donc, ils ont un matelas assez important pour se protéger, pour éviter la propagation du virus à travers le pays. Et là, maintenant, avec Haïti, on est à moins de 5%. Donc, il se pourrait qu'il y ait des tensions au niveau de la frontière lorsque les Dominicains vous diront « Ah, c'est difficile d'accepter les Haïtiens et pour créer des problèmes. » Donc, nous sommes sur l'île, ce sont des voisins et il faut gérer tout ça. Ouais. Non, mais on a que les 500 000 vaccins de Moderna que le gouvernement a acceptés. Ça, c'est 5%, c'est 2% et demi de la population qui pourrait être complètement vaccinée avec ce qu'on a reçu. On a accepté jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et donc, et ça, même si on avait ces problèmes de demande, mais aussi un problème de l'offre. Oui. Et les Dominicains avaient proposé un stock à Haïti, il paraît qu'ils ont refusé. Donc, vous voyez tout ça, donc il faut vraiment réfléchir comment résoudre ces problèmes. Et l'économie dominicaine, ça recommence. On parle même d'une croissance de plus de 5% l'année prochaine? Bon, ce qui est... Non, oui, peut-être c'est bien. Cette année, on va être meilleur que 2019. Je n'en parle pas de 2020. Le gouvernement est très fier. On va avoir 8%, 9%, 10% en 2020. En 2021. 21.
Mais après moins 8, moins 7,7 l'année dernière, c'est pas grand-chose. Oui, on mais retourne. c'est meilleur, c'est déjà meilleur que beaucoup de pays qui n'ont pas récupéré leur niveau de 2019. C'est bien ça. Mais c'est pas extraordinaire. Mais on peut voir peut-être 3% par rapport à 2019. Et par l'année prochaine, oui, il n'y a pas raison de ne pas voir les 5%. La croissance de Le 2021. tourisme pendant la saison secondaire de juillet-août était entre 10 et 20% en dessus de 2019, ce qui est un bon signe. Et il faut penser que l'année prochaine doit être vraiment meilleure. Ils sont en train de revenir au niveau qu'ils étaient avant Covid. Maintenant, quels sont les secteurs qui ont supporté cette croissance en 2021 en République dominicaine? Bon, les zones franches ont joué un rôle très important avec une bonne croissance. La construction, c'est un peu contre les expectatives, mais construction est très, très forte. Particulièrement dans la zone Est, Punta Cana, etc. Mais au niveau national, c'est très fort la construction. Et évidemment, le gouvernement a intervenu avec des subventions aux ménages, presque tous les ménages, pour appuyer la consommation. Donc, les ventes des produits de première nécessité partout dans le pays. Et donc, ça a joué un rôle très, très important. Et ça a donné peut-être lieu à l'inflation également qu'on connaît aujourd'hui, parce que lorsqu'on pousse la demande, si l'offre n'est pas au rendez-vous, ça peut être difficile. Et je vois qu'ils se battent en République dominicaine sur le secteur des produits pétroliers. Comme vous le savez, chaque semaine, il y a de nouveaux prix. Et la semaine dernière, ils ont dû maintenir ça au même prix pour éviter qu'il y ait une trop forte pression inflationniste. Est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir tout ça? Faut-il souligner qu'ils sont à plus de 4 dollars le prix du gallon et nous, en Haïti, on est à seulement 2 dollars. Donc cet écart pose problème pour Haïti, ce qui favorise, à travers le principe des vases communicants, et des produits qui sortent d'Haïti pour aller vers la République dominicaine. Comment ils vont gérer cette situation? Bon, il faut voir par où vont les prix des produits pétroliers. Un gallon de gasoline, d'essence, à New York, dans un tanker, c'est aujourd'hui $2,40, $2,30. C'est au-dessus du prix en Haïti. Et donc, la seule chose qui a sauvé le gouvernement, c'est qu'il n'y a pas d'essence. Donc, ils perdent moins d'argent quand il y a moins d'essence. Aux Républiques dominicaines, effectivement, le gouvernement a déjà investi 400 millions de dollars pour maintenir stable le prix pétrolier, effectivement, pour limiter l'inflation aussi. J'ai déjà parlé de leurs efforts avec taux de change. Donc, eux, si le prix du pétrole baisse dans les prochains mois, oui. Éventuellement, ils vont décider que peut-être qu'il faut monter un peu, mais comme ils ajustent chaque vendredi, ils peuvent le faire doucement et pas dans la manière qu'on a l'habitude de voir en Haïti où un vendredi après-midi quelconque, on découvre que le prix a grimpé 40% ou quelque chose de cette nature. Et donc, quand le gouvernement vraiment n'a plus d'options pour maintenir les dépenses. Il faut se souvenir que le gouvernement de Haïti a collecté un peu plus que la moitié des recettes budgétisées. Donc, vraiment, ils n'ont pas de recettes. L'argent, la seule chose qui était plus élevée que l'année dernière, niveau dépenses, c'était les salaires. 20% au-dessus des salaires de l'année dernière. Donc, pas grand-chose pour
l'investissement, pour les subventions, pour les autres activités du gouvernement. Et donc, ça pèse aussi. On parle de la récession prolongée, soit dépression. Une partie, c'est que le gouvernement n'est pas jouant le rôle dans l'économie, même auparavant qu'il a joué, pour ne pas dire de ce qui pourrait être possible. Donc, ça a un impact négatif. Ça peut paraître très cynique, mais l'économie et la finance, ça vous donne ça. Donc, le fait qu'il y ait raté ces jours-ci au niveau du marché national, ça fait moins de pertes financières pour le gouvernement. Mais ça va avoir un impact négatif, il faut savoir, sur la croissance économique. On prend une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie et on parlera de l'économie haïtienne avec Wayne Camara. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Famille, oh, Carole. Sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou à venir dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans la fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. 7% mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous suivez le magazine et Rendez-vous économique. Nous parlons de financement mondial, Fonds monétaire international, pour apporter Haïti. Il faut souligner que après le confinement de 2020, on avait bénéficié de plus de 110 millions de dollars américains. Ensuite, l'année d'après, avec l'émission des DTS, nous avons plus de 200 millions de dollars américains, 300 millions de dollars américains sans aucun accord. Haïti a bénéficié quand même d'une certaine manne et du Fonds monétaire international, aucun accord écrit entre les deux parties, sans aucune conditionnalité, plus de 300 millions de dollars américains. Effectivement. C'est une contribution à la situation. Tout est en réponse de la crise de Covid. L'argent, ce n'est pas seulement pour les vaccins, les médicaments, le système de santé, mais pour appuyer l'économie en général face à un monde encore difficile. Maintenant, arrivons à la situation d'Haïti, puisque nous avons connu un choc. Le pays LOC, que tu connais bien, et on avait à peu près 2% de contraction du PIB, 1,7%. Ensuite, l'année d'après, avec tout ce qu'il y a eu encore de crise politique et des capacités de trouver une solution, et le choc sanitaire, pas simplement sur Haïti, sur le monde, on s'est rapproché de près de 4% de contraction. Cette année, vous avez entendu l'émission avec le gouverneur,
et on nous parle de plus de 2% de contraction. Il faudra remonter à la période d'embargo 91-94, qu'on avait connu 3 années consécutives de contraction économique. Et maintenant, avec ce mouvement d'incertitude, que ce soit la mort et l'assassinat du président de la République, le séisme et l'incertitude politique, on ne sait même pas ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, il se pourrait qu'on reste encore en territoire rouge, si on peut parler ainsi, à savoir de contraction économique. Comme analyste de cette économie, qu'est-ce que vous voyez, quels sont les problèmes que ça pose, la contraction économique, la pauvreté et ce cercle vicieux qui est créé et l'incapacité au pays de sortir de ce marasme économique? Qu'est-ce que vous voyez? Non, effectivement, c'est un cercle vicieux. Chaque problème nuise la croissance et contribue à un problème additionnel, une contraction additionnelle, plus de pauvreté, plus de mécontentement et plus de difficultés à résoudre le problème politique du pays. Donc, comment peut-on rompre le cycle? Là, c'est difficile de voir. On a parlé d'une manne financière, mais 200-300 millions ne va pas faire tellement de changements. Et il faut quelque chose bien profond pour changer la direction du bateau. Et pour moi, c'est difficile d'imaginer. On a toujours parlé des possibilités, comment utiliser les actifs d'Haïti, sa position géographique, pour lancer le pays comme centre régional de transport ou autre. Mais ce sont des choses qui demandent des investissements importants. Donc, la première chose, c'est simplement de rétablir un niveau de stabilité. Par contre, la sortie, si les choses continuent comme ils vont, c'est qu'on va terminer dans un état de chaos, dans un état où l'intervention internationale s'avère encore nécessaire. Ni les Haïtiens, ni les internationaux veulent voir un tel scénario. Mais la MINUSTAH, qui a montré ses qualités et ses faiblesses dans les années, quand même a injecté des centaines de millions de dollars dans l'économie haïtienne dans son temps. Et je pense que le départ de ce dispositif a été un des facteurs qui a contribué à la faible performance de l'économie haïtienne. Je lisais cette semaine une analyse des Nations Unies sur le cas d'Afghanistan. On me dirait, Afghanistan, c'est pas Haïti, mais on peut se retrouver sur la même pente si on ne change pas. Ils ont montré les réserves nettes de change qui sont extrêmement faibles. Et même situation, lorsqu'il y a ce problème politique, donc le déficit budgétaire est extrêmement élevé parce qu'il n'y a pas de recettes et on dépense de l'argent. Le déficit de la balance commerciale, ce n'est pas différent. Et ils ont dit que si l'Afghanistan devait connaître une forte contraction économique cette année, ça pourrait donner lieu à la pauvreté universelle dans le pays. Le niveau de pauvreté est à 72%. Et on a vu à travers les télés et tout ce qu'il y a comme médias, comment les gens laissaient ce pays et l'Afghanistan, arriver à 97% de taux de pauvreté. Est-ce que le worst case scénario de l'Afghanistan, est-ce qu'on devrait commencer à dire on est sur une pente qu'il faudra cesser car on ne peut pas continuer à chuter de manière continue au niveau de la croissance économique? Tout à fait. Je pense que l'Afghanistan, comme je viens de dire, pourrait apprendre quelque chose de l'Haïti. C'est les Américains ont injecté tellement d'argent dans l'économie d'Afghanistan que quand cet argent n'est plus là, ça va engendrer une contraction économique. Ça va être très difficile à éviter.
Et donc, il est probable que l'Afghanistan, quoi que fait le nouveau gouvernement, va devoir affronter une crise économique. Maintenant, ici, oui, on ne voit pas un taliban haïtien, mais la situation est tellement grave, les choses atroces se passent. Non, tout cela me dépasse comme économiste. Worst case est impensable. Pour moi, donc l'économie se retrouve au beau milieu. Il y a d'abord la politique et finalement le social. Donc s'il n'y a pas une solution politique, donc l'économie va en pâtir et il n'y aura pas de revenus, il n'y aura pas d'emploi. Il y aura une fuite de cerveau que l'on voit ces jours-ci. Les gens qui vont vers la République dominicaine vont trouver le TPS aux États-Unis. Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas une crise simplement économique, c'est d'abord politique et les conséquences sociales sont vraiment inimaginables. Effectivement. Autre leçon pour l'Afghanistan, qu'on a déjà vu une fuite de cerveau, à part la migration traditionnelle, on connaît pas mal de gens bien formés qui sont partis au Canada ou ailleurs dans les dernières années, parce que ils ne voient pas un futur pour leur famille en Haïti. Donc, trop c'est trop. 2018, on se rappelle qu'on a parlé récemment le 6-7 juillet et la crise qui a commencé. 2019, pays log. 2020, nous avons connu le confinement. 2021, l'assassinat du président, plus le séisme. Donc, voilà, le verre est plein. Donc, il faudra qu'il y ait une solution politique à la crise. Ce n'est pas l'économie qui va résoudre le problème. Comment arriver à faire comprendre aux Haïtiens? Eh bien, chaque fois qu'il y a contraction de l'économie, c'est le taux de pauvreté, le taux d'extrême pauvreté, pour ne pas dire la misère. Donc, ça peut créer vraiment une machine infernale qui sera difficile. Et la misère aggrave la situation politique? Oui, parce que ça retourne, c'est le cercle. C'est comment briser le cercle vicieux pour créer un cercle vertueux que vous avez beaucoup plus du côté de la République dominicaine. Comment les Dominicains ressentent ce qui se passe en Haïti? À un certain moment, ils ont parlé de la somalisation, donc ils tirent la sonnette d'alarme. Qu'est-ce que ça peut créer, ce qui se passe en Haïti? Il y a déjà une forte migration qui traverse la frontière de tous les... Ça peut être des fit people, ça peut être des Boeing people, puisqu'il y en a qui prennent l'avion. Comment les Dominicains regardent tout ça à partir d'Haïti? Non, je pense qu'il y a beaucoup de peur d'une immigration massive. Le gouvernement et les forces armées se préparent pour un tel scénario. Évidemment, la République dominicaine bénéficie beaucoup d'un côté de l'investissement des Haïtiens prospères qui décident de transférer leur capacité d'affaires pour investir en République dominicaine. De l'autre côté, je ne sais pas que feraient les ressorts dominicains touristiques sans des jardiniers haïtiens. On a vu déjà qu'ils ont participé fortement dans la régularisation de leurs employés haïtiens pour les maintenir face à des restrictions plus importantes au niveau des autorités. Et toujours, la République dominicaine souffre d'une faute d'emploi, donc le ressentiment contre les immigrés haïtiens, c'est peut-être un peu plus fort. Et donc, on risque de voir des réactions vraiment moches si cette immigration devient un tsunami d'Haïtiens qui n'ont rien à manger chez eux vers la frontière. Ça pourrait être Nous sommes à 2 semaines de la fin de l'exercice fiscal et je sais que le gouvernement est en train de préparer un budget rectificatif. Ils vont travailler ensuite sur le décret budgétaire 21-22. Comme ancien cadre du Fonds monétaire international, qu'est-ce que vous verrez comme
perspectives, que ce soit croissance, la situation budgétaire, la situation au niveau commercial. Dans votre livre, est-ce que vous avez déjà réalisé quelques prévisions sur Haïti? Les prévisions ne vaut grand-chose. Dans une situation telle que nous avons au présent, on peut faire la ligne droite et dire que ça va être pire. Comme a dit le gouverneur, quand il était avec vous récemment, ils ont plus ou moins respecté la limite de financement monétaire, mais avec un gouvernement qui n'a pas de recettes, qui n'exécute pas de dépenses. Ils ont opté de ne pas lancer de nouveau l'hyperinflation, mais c'est un choix. Le pays a besoin de tellement de choses que c'est un arbitrage impossible faire un budget dans telles circonstances. Donc 21-22, on ne voit pas le retour à la croissance parce que ça continue de descendre. Nous sommes à moins 2,4% pour l'exercice 21. Donc aucune possibilité, probabilité d'avoir un changement de tendance? Non, mais c'est clair, ça pourrait changer. Mais la Terre tourne autour du Soleil une fois chaque 365 jours. Pourquoi? Ça, c'est la base idéale pour un budget national. Aucune raison. Et donc, on fait budget sur l'année, mais on n'a pas la visibilité. On fait le mois par mois, on fait le mieux qu'on peut faire, ce qu'ils font, j'en suis sûr, les cadres du ministère des Finances et les cadres de la Banque centrale, en espérant que la situation leur donne un marge pour lancer quelque chose de bon. Et c'est au niveau politique qu'il faut agir. Toujours, c'est ça le clé. Au niveau sécuritaire. Avec le taux de change, les derniers éléments des Nations Unies étaient des éléments de police. Oui. Et je ne vois pas pourquoi c'était nécessaire de les retirer. Ça pourrait être la première chose qu'on remet en tant qu'assistance internationale pour sécuriser la situation dans les rues, pour que les camionneurs peuvent sortir l'essence des dépôts et on peut faire tourner les groupes électrogènes. Ce sont des choses basiques qu'il faut maintenant. Toute la chaîne d'approvisionnement, le supply chain. Et on termine avec le taux de change. Qu'est-ce que vous voyez sur le taux de change? Est-ce que ça se rapproche du taux réel sur le marché informel? Bon. Ça aussi, c'est un peu imprévisible. Ça dépend beaucoup de la tendance des politiques, de la BRH et leur intervention. Et la demande. Si l'économie est morte, on a moins de demande pour les importations. C'est bien pour la gourde. C'est mauvais pour le pays, mais c'est bien pour la gourde. Donc, je pense qu'il faut revenir à ce qui a dit, encore une fois, le gouverneur, mais pas ce mois-ci, mais plutôt l'année dernière, ou peut-être c'était le début de l'année. Le gouverneur a dit bien, il n'est pas question de gourde forte ou gourde faible, il est question de gagnants et perdants. Et donc, il faut, je pense, toujours voir le taux de change dans cette optique, qui est quelque chose de plus déprécié et bien pour les gens que ce soit les transferts de l'étranger, ceux qui produisent pour l'exportation, qui aujourd'hui ne sont pas beaucoup, mais aussi pour ceux qui font concurrence aux importations dominicaines et autres. Un gourde forte, c'est bien pour les salariés et les gens avec des revenus fixes en gourde. Et bon, selon la politique, peut être influencée selon qui on veut aider dans cette histoire.
Encore une fois, Wayne Kamar, merci beaucoup d'avoir voulu être disponible pour nous pour un éclairage sur l'économie haïtienne, un éclairage externe. C'est nécessaire parfois de rester de l'extérieur, de regarder ce qui se passe et vous êtes toujours disponible pour nous. Merci bien. Non, merci à toi, Kessner, à ton équipe et à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci bien. Ciao. À la semaine prochaine.